première vidéo sur ce sujet, donc des régulations terminales ou des installations en petit collectif à base de matériel Siemens 5700. Donc, on va commencer, faut bien commencer par un bout. J'ai prévu d'aborder énormément de sujets comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction sur l'ensemble de ce chapitre. Donc, on va commencer par la fin, la régulation terminale. Donc, le régulateur RXB 24.1 va être le sujet du début de notre étude. Alors, le voilà, présenté, ce régulateur. Alors, très schématiquement, le régulateur va récupérer la température d'une salle. Alors, on verra, prochaine vidéo, ça sera spécifiquement cette partie-là. Comment est-ce les différentes possibilités qu'ont ce régulateur pour récupérer la température d'une salle. Il va agir sur une vanne de voie d'un ou plusieurs radiateurs de la salle et il va réguler la température de cette salle. Donc, pour récupérer d'autres informations, parce qu'il peut en prendre plein d'autres informations, il peut récupérer la température extérieure, il peut récupérer des contacts, des informations tout ou rien. On verra ça aussi. Et donc, pour obtenir ces consignes, il va devoir, pas obligatoirement d'ailleurs, mais on va dire que dans notre exemple, il sera relié via le bus KNX à une centrale de commande qu'on appelle le contrôleur d'ambiance, c'est le régulateur RMB 795. C'est ce régulateur qui va proposer des régimes d'ambiance au régulateur terminal. Je dis proposer et non pas imposer, puisqu'il y a possibilité de déroger aux propositions du régulateur, du contrôleur d'ambiance. Et le régulateur va lui émettre des besoins de chaleur. Alors, ce sera l'objet d'un autre chapitre, comment est-ce qu'on organise ces différents réseaux de chaleur, etc., pour que ça se passe au mieux. Et voilà un petit peu donc la structure de notre régulateur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir comment on le branche électriquement et on va voir un petit peu la liaison entre le régulateur et le contrôleur d'ambiance. Voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo et de voir la configuration de ces deux-là pour que ça communique correctement ensemble. La base, en fait, de la connexion. Donc, on va commencer à voir un petit peu notre installation, comment est-ce qu'elle se présente. Voilà la bestiole, donc. Alors, on trouve en bas le bouton pour affecter l'adresse KNX, donc avec ETS par exemple, on peut lui imposer une adresse KNX. Alors, l'adresse KNX, c'est quelque part son adresse logique sur le réseau qui est liée à la branche du réseau. Là aussi, je ferai une vidéo sur des idées, sur la topologie réseau, comment est-ce qu'on peut organiser ça de manière assez performante. Je rappelle que l'installation comporte environ 200 participants, donc pas uniquement des participants Siemens, il doit y en avoir une trentaine à peu près. On a une alimentation, donc 230 volts, alors avec un connecteur un petit peu particulier, il est un peu casse-pied ce connecteur je trouve, parce que vous voyez, alors on se dit là tiens, c'est bon, j'ai deux neutres, j'ai deux phases, je vais utiliser ça pour le faire, sauf que quand je débranche, la liaison ici elle se fait à l'intérieur. Donc, dès que je vais débrancher mon connecteur, je vais couper tout ce qui se trouve par la suite. Donc, il faut y penser. Si vous devez débrancher un connecteur et que vous avez d'autres choses qui sont branchées derrière, vous coupez l'alimentation de l'ensemble. Alors, j'ai jamais eu personnellement... alors, si, j'ai eu à changer deux régulateurs, mais on va dire que c'était quand même dans des conditions particulières où des entreprises sont venues travailler et le tableau électrique s'est retrouvé sous l'eau. Et effectivement, quand on fait tomber de l'eau dans le régulateur, il apprécie pas trop, il a fallu le changer. Mais en fonctionnement normal, malgré des erreurs de câblage, malgré des soucis, les régulateurs, ils tiennent le coup. Il n'y a pas de souci, je n'ai jamais changé un régulateur autre que suite à un souci de travaux. Alors moi, je fais un repiquage lorsque j'alimente mes régulateurs. Je fais un repiquage comme ça pour aller chercher ici d'autres régulateurs. Je mets un disjoncteur de type C1, c'est largement suffisant. Alors, en tête de ma petite armoire de régulation, je présenterai peut-être quelques photos des armoires de régulation terminale par la suite. Et voilà, et donc ici, j'ai mes autres régulateurs, on va dire, je vais réduire un petit peu ça, mes autres régulateurs RXB.
Et par contre, je vais utiliser cette ligne-là pour alimenter ce qui est spécifique à ce régulateur. Hein, je vous montrerai aussi dans une autre vidéo, il y a énormément de vidéos prévues, je vous montrerai comment est-ce que je commande ici les ventilations spécifiques à la salle, les ventilations d'usage, on va dire. Bien y penser quand on place un régulateur, donc de bien mettre l'application, bon c'est fort. Franchement, c'est pas le plus important, hein, donc dire qu'on a ici l'application RAD 01, donc gestion des radiateurs. Par contre, la salle à laquelle s'applique le radiateur, ici par exemple la classe 6, et son adresse KNX, ben, c'est toujours intéressant quand on veut le rechercher, ou quand on veut le reprogrammer, ou quand on veut faire des choses comme ça. Voilà, donc les 3 informations quand même à mettre hein, au stylo sur l'appareil. On a ici le connecteur KNX. Alors j'ai dit, hein, moi je suis pas marié avec Siemens du tout, j'apprécie le matériel, mais il a des défauts. Ici, c'est pas un connecteur KNX standard comme on trouve sur tous les participants, donc c'est un peu pénible de venir visser les fils réseau KNX. Quand on en met 2 là-dedans, c'est pas génial. Alors bien sûr, hein, on peut mettre son petit connecteur KNX quelque part et venir avec 2. Enfin, c'est pas très propre. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir mis un connecteur KNX. Alors on a ça sur toute la gamme Simco 700, on n'a pas les connecteurs KNX classiques. Alors on a une reprise du bus KNX à côté, donc c'est vrai qu'on peut arriver d'un côté et de l'autre, sachant que sur le type de son de QAX, la liaison KNX, elle n'est pas forcément intéressante. Hein. C'est plutôt ici cette partie réseau qui sera utilisée. Pareil, hein, j'en parlerai quand on parlera de la température récupérée sur un bus KNX. Important à noter, là c'est pour la supervision, pour se mettre sur un OZW 772, pour intégrer l'appareil. Voilà, c'est intéressant d'avoir son identifiant ici KNX, hein, donc d'avoir son adresse physique, c'est important. Donc voilà. Je rappelle que toute adresse KNX doit être différente sur un réseau et qu'ici, bah, normalement, on ne peut pas avoir 2 appareils avec la même adresse. Voilà donc pour rapidement comment est-ce qu'on va brancher cet appareil. Donc effectivement, il faut qu'il soit relié au réseau KNX. Hein. Alors un petit mot sur les régimes d'ambiance. Hein. Les régimes d'ambiance, donc ça fait partie des télégrammes LTE, donc avec des tags de logique étendue en KNX, dans lesquels on va avoir donc 4 types de régimes d'ambiance qui vont être la fonction de protection, le hors-gel, le régime économie, le régime préconfort et le régime confort. Donc à ces 4 régimes d'ambiance, on peut associer des températures, des consignes d'ambiance. Hein. Et donc le régulateur envoie en fait le régime d'ambiance et quelque part, il envoie ou il n'envoie pas les consignes associées. C'est-à-dire que les consignes associées peuvent être au niveau du régulateur, on peut y déroger, on peut faire énormément de choses autour de ces consignes d'ambiance qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous les régulateurs. Donc là aussi, je passerai un peu de temps à expliquer ça. C'est pas l'objet de cette vidéo. Là, on reste sur la configuration de base pour que ça marche, on va dire. Donc effectivement, avec au niveau paramétrage, hein, au niveau de la mise en service donc de l'appareil, ici avec ACS, ben, on va régler le type d'application. Donc ici RAD 01 hein, pour la commande des radiateurs. On remarque qu'on a toujours pareil les points de consigne de température ambiante, donc qui vont être associés au mode confort, préconfort, économie. Et vous voyez, alors c'est important, vous avez la consigne de protection, donc le hors-gel, qui finalement n'est pas envoyé par le régulateur de type RMB, hein, par l'appareil qui gère l'ensemble des régulateurs. Il n'envoie que ces 3 consignes. Comme je vous l'ai dit, on peut y déroger, hein, mais autant centraliser la gestion de ces 3 consignes. Celle-là, la consigne de protection de chauffage, alors je ne sais plus à quelle valeur par défaut elle est, on ne peut pas descendre en dessous de 10. Là aussi, c'est dommage, en protection en gel, moi je voudrais être autour de 5-6 degrés et pas à 10 degrés. Et je crois qu'elle est réglée à 12 degrés par défaut. Donc si on laisse la valeur par défaut, ben, on a 2 degrés de plus. Voilà. Donc pensez à régler cette valeur-là, là, c'est important, de consigne de protection, de mode hors-gel. Deuxième chose où je me suis fait un petit peu avoir dans mes premières mises en œuvre, c'est cette partie autre consigne. Donc ça, il s'agit en fait d'une correction de la vanne. Donc par exemple, lorsqu'on passe entre 0 et moins 10 degrés,
on va donner ici une position de la vanne, hein, donc au niveau des radiateurs. Donc par défaut, ici, c'est 100%, la valeur par défaut. Donc bien penser à mettre 0, parce que si vous êtes à moins 10 degrés, vous avez la pièce qui est ouverte à 100%. Alors, on m'a expliqué que ça, c'était quand on positionnait les radiateurs sous les fenêtres pour couper le froid qui venait de la fenêtre, qui passait par la fenêtre. Lorsque on a des températures qui deviennent négatives, et ben en fait, pour couper ce froid, pour couper cette impression désagréable au niveau de la fenêtre, on pouvait imposer une consigne du radiateur pour ça. Donc, ce qui est embêtant, c'est que la valeur par défaut soit à 100%. Et aujourd'hui, avec les doubles vitrages, avec tout ce qu'on met en place, et on ne met plus les radiateurs sous les fenêtres. Hein. Ça, c'est fini. Ça, c'était vraiment quand on avait des problèmes d'isolation, parce que le radiateur près de la fenêtre, ben, il envoie une partie de sa chaleur à travers le mur à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Hein. Voilà, donc pensez à régler ce paramètre-là, et en particulier ici pour désactiver cette compensation lorsque les températures deviennent très froides, hein, ou en tout cas sachez qu'elle existe, parce que sinon on a des comportements un peu bizarres. Alors on va regarder un petit peu quelque chose, donc le mode LTE, donc est une extension de l'interfaçage KNX, hein, qui est utilisé par l'ensemble des régulateurs, donc c'est un mode de communication simplifié, et également plus évolué que les simples adresses de groupe qu'on retrouve sous KNX. Et on a donc une gestion hiérarchisée de ce qu'on appelle les zones géographiques, qui vont se retrouver sous forme de 3 chiffres. Zone, appartement, sous-pièce. Hein, dans une zone, on peut trouver plusieurs appartements, et dans un appartement, on peut trouver plusieurs sous-pièces. Donc on va, au niveau de notre régulateur, hein, le RMB, il va lui avoir plusieurs zones dans lesquelles il y aura des appartements. Donc, il peut gérer jusqu'à 10 zones, et le nombre d'appartements, alors je ne sais pas, une soixantaine peut-être, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais largement, enfin j'ai jamais été embêté, j'ai eu une dizaine d'appartements au pire dans une zone, hein, ça commence déjà à faire pas mal. Et par contre, la sous-pièce, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert, donc c'est un niveau de hiérarchie supplémentaire. Il est toujours égal à 1. Donc, en fait, au niveau de l'implémentation Simco 700 des zones géographiques du mode LTE, on n'a que ces 2 niveaux de hiérarchie. La zone, l'appartement. Alors, on retrouvera ça régulièrement. C'est implémenté des fois de façon un peu curieuse, notamment pour une CTA. Je trouve que ce qui a été fait, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, on verra. Donc du coup, les régimes d'ambiance vont être gérés par zone, donc on va regrouper nos pièces sur une même zone et qui seront toutes en même temps en confort, en pré-confort, en économie ou en hors-gel. Et dans les appartements, zone.appartement, c'est ce qu'on va devoir mettre sur le régulateur RXB. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une zone de définie au niveau du régulateur RMB et il faut qu'il y ait zone et appartement de définie au niveau du régulateur RXB. La pièce, encore une fois, c'est toujours égal à 1, inutilisé. J'ai jamais essayé de mettre une autre valeur que 1 pour voir si ça marchait toujours. Je touche pas à ce genre de choses pour voir si on arrive à faire bugger le système. Voilà, il faut savoir quand même que localement, le RXB peut déroger au régime d'ambiance du RMB, c'est-à-dire qu'on peut avoir localement un seul RXB qui sort du régime d'ambiance imposé pour l'ensemble de la zone. Encore une fois, c'est pas l'objet de la vidéo ici, on verra de ces mises en œuvre progressivement. Il y a énormément de choses à dire sur la mise en œuvre d'un RXB. Alors, dans notre école ici, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai fait le nombre de salles. Alors, j'ai les salles 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bien sûr, hein, bon, les salles sont numérotées, c'est facile de mettre un numéro en face. Par contre, informatique, etc. Alors, moi, je sais que je m'impose, hein, puisqu'on va avoir des zones appartements derrière, hein, je m'impose d'avoir ici une numérotation que je vais essayer de garder le plus souvent. 16, c'est la direction, voilà. Et 15, ça sera l'infirmerie. Et dès que j'ai une adresse de groupe, quoi que ce soit qui va correspondre à une salle, je vais essayer de retrouver ma numérotation ici. Par exemple, dans les adresses KNX, voilà, la classe 1, je crois que c'est en adresse 51, 52, 53, 54, etc. Je peux pas tout le temps mettre des adresses 1, 2, 3, 4, 5. Ça aurait pu être 101, 102, 201, 202, etc. Et ici, je vais jusqu'à 66. Et si c'est pas dans la même zone KNX, je vais quand même garder cette numérotation, quitte à sauter quelques numéros,
pour essayer de retrouver une certaine cohérence lorsqu'on cherche à dépanner, à comprendre ce qui se passe. Voilà, ça c'est ma façon de faire, en aucun cas c'est imposé, c'est juste pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Alors, comment est-ce qu'on va répartir nos zones dans l'ensemble du système ici? Alors, j'ai décidé, c'est un choix. Bon, c'est ma première installation, hein, donc les choix que j'ai faits sont pas forcément judicieux, ils sont critiquables. J'ai fait plusieurs zones pour le scolaire. Alors pourquoi? C'est pour une histoire d'optimisation à l'enclenchement et au déclenchement, parce que les salles qui sont au nord ne fonctionnent pas exactement pareil que les salles qui sont au sud au niveau de leur dynamique. Voilà. Alors, je m'expliquerai aussi quand j'en parlerai sur l'optimisation à l'enclenchement. C'est pas forcément, j'aurais peut-être dû faire qu'une seule zone scolaire et une zone périscolaire, puisque dans l'école, on va retrouver donc l'accueil du matin et du soir, les études, et puis la partie scolaire. Alors ça permet aussi de gérer différemment. Si les classes ici, on les met sur, par exemple, les études, on peut avoir un calendrier qui déroge aux études. C'est ce qu'on faisait au début, on ne le fait plus maintenant. Localement, parce qu'ils n'utilisaient pas toujours les mêmes salles, parce que c'était compliqué, donc du coup, on n'allait pas revoir la configuration logique pour chacun dès que ça change, tous les ans, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc le rez-de-chaussée au nord, et on verra qu'on peut prendre des salles témoins que l'on peut configurer. Donc là, il y a 3 salles, l'infirmerie, la direction et l'informatique qui se retrouvent sur la même zone. Donc j'ai mis les 3 salles témoins, les salles de cours quand même. On a la partie haute de l'école sur les classes qui sont exposées au sud. Ici, j'ai mis l'orientation de l'école. Donc, on a la classe 4, la classe 5, la classe 6. Et là aussi, j'ai mis des zones témoins. On verra tout à l'heure comment ça s'utilise. Donc, la partie basse de l'école, on se retrouve avec 4 classes donc sur ce qu'on a appelé rez-de-chaussée bas nord. Et là, on a aussi le rez-de-chaussée au sud parce que j'ai mis la salle des maîtres en même temps que la partie supérieure. Là aussi, on aurait pu gérer différemment. Peut-être que cette salle-là, il faudrait que son confort soit activé dès qu'une des zones est activée. On verra un peu, ça serait en fait mettre le même mode de fonctionnement que la salle d'évolution. Voilà, je m'ai mis mes 3 classes témoins. Alors, j'ai fait exprès de prendre les 2 parties extérieures et après, j'avais le choix de prendre une des 2 classes au milieu parce que cette salle-là, elle est un petit peu exposée au froid de ce côté. Ici, le sas pompier n'est pas chauffé, donc voilà. Parce que c'est ce qui gère l'enclenchement optimisé, encore une fois. Et puis, il y a la partie périscolaire. Là, il n'y a qu'une salle, donc la salle témoin, elle va être là. Et puis, il y a la salle d'évolution qui est la salle partagée, c'est-à-dire que quand le périscolaire est là, il utilise la salle partagée. Puis quand le scolaire est là, on utilise aussi la salle partagée. Voilà. Et donc là, on a aussi une seule salle témoin. Voilà, ce qui fait que les régulateurs terminaux, il y en a quand même pas mal. On va donc les regrouper, alors pas forcément physiquement, ils sont pas forcément au même endroit, dans les mêmes armoires, ça va être un regroupement logique. On va donc avoir 1, 2, 3, 4, 5 regroupements. Donc on va créer 5 zones au niveau de notre régulateur RMB. Alors là, il faudra faire un petit peu attention. Là, ici, j'ai sorti un extrait d'une doc Siemens. Lorsqu'on a une installation KNX qui commence à être un petit peu conséquente et qu'on a des coupleurs de ligne, il faut faire attention parce que par défaut, toutes les zones qui sont, par exemple pour les zones géographiques, qui sont entre 1 et 110, ne passent pas à travers les routeurs. Elles sont bloquées dans la zone KNX sur laquelle se trouve le régulateur terminal. Donc, du coup, ça communique pas, du coup, ça marche pas. Donc, si on veut que ça fonctionne dans une installation KNX étendue, il faut mettre des zones supérieures à 111. C'est comme pour les adresses de groupe 14 et 15 en KNX, qui sont des zones qui sont pas filtrées par les coupleurs de ligne. Sinon, il faut agir manuellement. Ici, on peut ouvrir les coupleurs de ligne, mais il y a aucune raison de le faire. Il suffit d'utiliser ces adresses. Donc, très important. C'est la même chose pour les zones de distribution de chaud. Et là, en fait, quand on a mis en service l'installation, on avait choisi les zones 1, 2, 3, 4. Et les zones 1, 2, 3, 4, elles sont pas filtrées. Et hop, elles sont filtrées, pardon, elles sont bloquées.
et elle ne passe pas les coupleurs, et on n'avait aucune communication des besoins de chaleur jusqu'à la chaudière, hein. Donc on a aussi la même chose pour la température extérieure. Voilà, là il faut mettre une zone de température extérieure supérieure à 16, hein, si on veut que ça marche, hein, là. Voilà, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de tout ça. Donc on choisit du coup les adresses 111, 112, 113, 114, 115, hein, pour toutes nos zones, et on va donc avoir des adresses. Alors la pièce ici c'est toujours 1, comme déjà dit, hein. J'ai gardé, alors regardez ici, j'ai gardé la numérotation de mes salles et j'ai mis en tête la zone. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que le changement, alors ce qui est imposé, c'est que on ne doit pas avoir deux mêmes zones point appartement identiques. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir 2 fois 115.1. Si je prends ici mes adresses, j'aurais pu faire 115.1, 115.2, 115.3. Ici, 114.1, 114.2, 114.3. Ça marchait parfaitement, sauf que du coup, la 114.3.1, c'est quelle? Ben, je sais pas que c'est la classe 4, tandis que là, je peux directement associer la zone 14 à la salle des maîtres, la zone 16 à la direction, la zone 10 à la classe 10, hein, quelle que soit la zone dans laquelle je me trouve. Je sais de quelle classe je parle, hein, vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu, je trouve, c'est pas une obligation, hein, c'est juste pour que ça soit plus pratique à débugger. Et si jamais je veux changer l'adresse de zone, ben, j'ai pas besoin de me préoccuper. Est-ce que cette adresse a déjà été utilisée? Ben non, puisque j'ai utilisé des adresses ici d'appartements qui sont toutes différentes. Voilà. Encore une fois, c'est un choix que j'ai fait. L'idée de ces vidéos, c'est aussi d'échanger des retours d'expérience sur la mise en œuvre de ces régulateurs, et ça marche très bien. Et alors sur une autre école, là où on vient de déplacer finalement le périscolaire dans d'autres classes, bah, ça s'est simplement traduit en modifiant les zones. Et j'ai pas eu à retoucher les adresses qui étaient derrière. Alors on va avoir la configuration, bon par exemple via ETS6 du RXB de la classe 6, hein, donc le RXB, ben, une fois qu'il est intégré dans ETS, hein, je vais mettre donc sa zone ici géographique 14, 114. Je vais mettre sa zone géographique au niveau de la pièce, et la sous-zone, je vais la laisser à 1. Je ne parle pas ici de ces différents réglages qui sont la zone horaire, la zone de distribution de chaleur et la zone de température extérieure, puisque encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique quand on parlera de la gestion des calendriers et tout ça. On va retrouver la même chose au niveau d'ACS, hein, donc dans la partie paramétrage, sauf que regardez, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ETS, je ne peux pas modifier mes zones là. Hein. Alors pour faire ça, il faut soit se déplacer physiquement soit le faire par ETS, soit se déplacer physiquement dans le régulateur, et là même pas sur un RXB. Hein. Non, ça se fait par ETS ou par le protocole de mise en service. Donc, alors attention, quand on commence à jouer avec le RXB sur ETS et puis le RXB sur ACS, une modification que l'on fait dans ACS, comme sur ETS, on ne peut que uploader quelque part, télécharger les modifications qu'on a faites sur l'appareil, on ne peut pas aller dans l'autre sens avec ETS. On ne peut pas sur un appareil, ou en tout cas je ne sais pas faire, on ne peut pas récupérer la configuration et la mettre dans notre logiciel. Donc une modification qu'on fait dans ACS ne sera pas prise en compte dans ETS. Donc moi, je fais les modifications dans ETS, et à partir d'ACS, je récupère les informations que j'ai modifiées. Donc c'est un peu contraignant, mais c'est vrai qu'il faut avoir une cohérence entre notre installation, puisqu'on va mélanger un peu les deux. C'est l'objet de ces vidéos, hein, de montrer comment avec ETS, parce que faire l'installation simplement avec ACS, c'est assez simple, hein, en soi. Bon, c'est bien fichu, mais ça devient intéressant quand on commence à faire communiquer le matériel Simco 700 avec du matériel KNX autre. Hein. Donc voilà, c'est l'objet de ces vidéos, c'est de partager les connaissances à ce niveau-là. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, qui me paraît très important. Lorsque je fais une modification sur ACS et que j'envoie ma nouvelle configuration sur le RXB, eh ben à ce moment-là, dans ETS, je suis plus cohérent. Donc soit il faut que je mette à jour mon logiciel
ma configuration sur ETS et ne rien louper. Donc là, on a toujours des possibilités d'erreur. Moi, je trouve que la procédure la plus simple, c'est de faire le maximum de modifications sur ETS, et je vois pas, j'ai jamais été gêné dans des possibilités de configuration, de mettre à jour le participant par ETS, et ensuite sur ACS, je télécharge, je descends la configuration du participant. Et comme ça, mes deux programmes, mes deux configurations sur ETS et sur ACS sont identiques. C'est vraiment important. Il faut faire attention, un téléchargement via ETS, suivant ce qu'on télécharge, alors là, je n'ai pas très bien vu, mais il faut toujours être prudent, peut parfois mettre le régulateur en mode mise en service. Alors, je ne l'ai pas vu sur des régulateurs de type RXB, qui redémarrent après leur mise à jour. Par contre, sur les autres RMS, RMH, RMU, quand on commence à toucher un peu au mode S et qu'on touche un peu aux entrées-sorties, qu'on va aller chercher en mode KNX, bah, quand on fait une mise à jour, il bascule parfois en mode mise en service. Donc, si on n'y fait pas gaffe, il va falloir vérifier, par exemple, dans ACS que on n'a pas ici, donc dans les erreurs, il nous dit il y a un appareil qui est arrêté, c'est-à-dire qu'il est en mode mise en service. Donc, à ce moment-là, on va dans avec ACS, on peut le redémarrer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on peut récupérer donc au niveau du paramétrage dans les zones du RXB. Donc ça, c'est dans le réglage, on peut mettre le nom de la zone. Et puis on va retrouver là aussi des choses qui sont là. Bon, alors, encore une fois, je ne parle pas encore des vacances et tout ça, des zones calendrier. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, cette partie configuration des calendriers. On regarde donc que la zone appartement n'est pas modifiable directement, il faut faire la mise en service. Alors elle est modifiable dans le paramétrage avec un truc qui est je crois que c'est la diapo suivante qui en parle, mais ici par contre je peux régler, vous voyez, les pièces et leur donner un nom. Donc la zone géographique 4, classe 4, classe 5, classe 6, qui sont les trois zones qui sont surveillées dans notre système ECS. Et donc quand on va voir après au niveau du régulateur, ici avec le ZW qui permet de voir un petit peu ce qui se passe, je vois les trois températures des classes 4, 5, 6. Et j'ai une surveillance aussi de la température haute, de la température basse avec des alertes qui peuvent m'être envoyés, notamment ici, si on descend à 3-4 degrés, signe qu'une fenêtre est ouverte en plein hiver, je peux avoir une alerte. Voilà. Donc si on descend en dessous de 10 degrés, il y a un problème parce que même en mode hors-gel, c'est probablement qu'une fenêtre est ouverte et que voilà. Et on a ici l'adresse du régulateur la zone géographique qui nous donne, donc ici c'est la zone, là c'est la classe 6 qui est avec un léger décalage entre les deux, un dixième de degré, entre le moment où il vient prendre une température, et ici c'est la zone qui correspond, la 14, donc c'est la salle des maîtres. Voilà, encore une fois, là je montre juste le paramétrage, les classes témoins, et on verra un petit peu comment tout ça s'optimise. On a également donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le paramétrage, on peut aussi le faire comme ça. Donc là, alors faudrait passer du temps à expliquer tout ce qu'on peut faire ici en termes de paramétrage. Ici, clic droit, on peut rajouter une zone, sauf qu'on ne gère pas le numéro de la zone, qu'il faut aller modifier après pour qu'il soit cohérent. On peut pas, il va créer la première zone libre. Donc la première zone qu'il va créer, c'est la zone 1. Donc il faut aller mettre après dans le maître, on a sur la droite ici les maîtres disponibles qui apparaissent et les esclaves disponibles qui sont possibles, et on vient donc glisser, déplacer notre maître et les esclaves, donc les RXB. On voit bien en tout cas ici, pour moi c'est plus intéressant pour voir si tout est bien rangé, tout a été bien paramétré. Une fois récupéré toutes les configurations de mes participants, je viens vérifier que toute ma configuration est bonne. Donc ici, j'ai plus que 5 zones définies parce que j'ai pas encore parlé de la partie du restaurant scolaire. Mais la partie scolaire, on la voit apparaître ici sur les zones 111, 112, 113, 114. Et quand je déroule ici, je trouve l'ensemble de mes régulateurs qui se trouvent en dessous. Voilà. Donc ça, c'était toute petite vidéo, enfin quand même assez longue. Elle fait une demi-heure.
voilà, c'est le format que je m'impose de ne pas dépasser une demi-heure. Prochaine vidéo à suivre, capter les températures sur un RXB, ça sera beaucoup plus court et beaucoup plus simple.